L'islam gagne du terrain à Sich. Le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un dimanche matin tranquille du début d'octobre 2023, plus précisément le 8 octobre. C'est le jour où le gouvernement Sich a discrètement publié son rapport annuel informe sobre la évolution de los delitos de odio, le rapport officiel sur les crimes haineux. Enfoui à la page 47, presque après coup, se trouvait une statistique qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme pour la première fois. Les crimes de haine anti-musulmans en Espagne ont diminué de 12% sur un an, tandis que les incidents visant d'autres minorités religieuses juifs, protestants et même athées ont stagné ou augmenté. À première vue, cela semble être un progrès. Une victoire pour la tolérance. Un signe que l'Espagne, un pays toujours aux prises avec les fantômes de son passé mauresque et la montée du nationalisme d'extrême droite, s'orientait enfin vers un avenir multiculturel plus harmonieux. Mais voici le problème. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier les changements démographiques, l'assimilation culturelle et la manière discrète dont le pouvoir géopolitique se reconfigure sous le radar du discours dominant. Et quand j'ai vu cette statistique, je n'ai pas vu de progrès. J'ai vu un changement tectonique. Car ce que ce rapport ne dit pas, ce qu'aucun porte-parole du gouvernement, aucun grand journal, aucun groupe de réflexion à Madrid ou à Bruxelles n'a osé exprimer, c'est que l'islam n'est plus seulement présent en Espagne. Ça avance. Non pas par la violence, ni par la conquête, mais par la lente et inexorable logique démographique, économique et des intérêts stratégiques de puissance bien au-delà de la péninsule ibérique. Maintenant, je sais ce que tu es. C'est alarmiste. L'Espagne est une démocratie laïque. La population musulmane est petite, intégrée et majoritairement modérée. Et si vous vous fiez au récit officiel, vous avez raison. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce récit est dangereusement incomplet. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez selon l'Institut national des statistiques Sich, les musulmans représentent environ 4,5% de la population espagnole, soit environ 2,2 millions de personnes sur 47 millions. Le gouvernement, tout comme la plupart des médias, considère cela comme une réalité gérable, voire bénéfique. Le Premier ministre Pedro Sánchez a souligné à plusieurs reprises la dette historique de l'Espagne envers Al-Andalus, la civilisation islamique médiévale qui régnait autrefois sur une grande partie de la péninsule. En 2022, son gouvernement a lancé le Plan national de convivencia, une initiative de 50 millions d'euros visant à promouvoir la cohésion sociale entre les communautés religieuses. Le message est le suivant: l'Espagne est une société pluraliste, l'islam fait partie de son héritage, avec les bonnes politiques, l'intégration suivra. Les données semblent soutenir cela. Une étude de Pew Research de 2023 a révélé que 68% des musulmans Sich s'identifient comme hautement intégrés, 72% déclarant qu'ils se sentent Sich en premier, musulmans ensuite. Les taux de criminalité au sein des communautés musulmanes sont inférieurs à la moyenne nationale dans la plupart des catégories. Et dans des villes comme Barcelone et Madrid, les boucheries halal, les centres culturels islamiques et même les appels occasionnels à la prière depuis une mosquée se fondent dans le paysage sonore urbain sans trop de controverses. Mais voici le problème, cela suppose que l'intégration est une voie à sens unique, que les musulmans s'assimilent à la société Sich, plutôt que la société Sich ne s'adapte à eux. Et cette hypothèse n'est pas simplement naïve, c'est stratégiquement aveugle. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Ce chiffre de 4,5%? C'est une estimation basse. L'INE ne compte que ceux qui s'identifient comme musulmans dans les enquêtes officielles. Mais l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe, compte une importante population sans papier. Les estimations suggèrent entre 300 000 et 600 000 migrants non enregistrés, dont la plupart viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Si l'on prend en compte les taux de natalité, la population musulmane réelle est probablement plus proche de 6 à 7% et en croissance. Mais les chiffres bruts ne disent pas tout. Ce qui compte, c'est où se concentre cette croissance. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Prenez Ceuta et Melilla, les 2 enclaves espagnoles d'Afrique du Nord. Ces villes sont de facto à majorité musulmane, plus de 60% à Melilla, près de 50% à Ceuta. Ils sont également en première ligne de la crise migratoire européenne, où des milliers d'Africains subsahariens et de Marocains tentent chaque année d'entrer dans l'UE.
Le gouvernement siche a dépensé des milliards pour fortifier les frontières, mais la réalité est que ces villes sont déjà perdues, non pas à cause de l'invasion, mais à cause de la gravité démographique. Et ils ne sont pas seuls. En Catalogne, notamment dans les quartiers populaires de Barcelone, les musulmans représentent désormais 10 à 15% de la population dans certains quartiers. En Andalousie, au cœur du passé islamique de l'Espagne, des villes entières comme Ronda et Almera ont vu leur population musulmane doubler au cours de la dernière décennie. Et à Madrid, la banlieue autrefois endormie de Fuenlabrada compte désormais 20% de musulmans, avec des supermarchés halal plus nombreux que les ultramarinos siches traditionnels. Maintenant, vous pourriez le faire. Et alors? Les gens bougent. Les villes changent. Et vous auriez raison, s'il ne s'agissait que de migration. Mais ce n'est pas le cas. Nous assistons à une reconfiguration stratégique du paysage culturel et politique espagnol, activement façonné par des forces bien au-delà de ses frontières. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, le roi Mohamed VI du Maroc a discrètement acquis une participation majoritaire dans Immobiliaria Colonial, l'une des plus grandes sociétés immobilières d'Espagne. L'accord, d'une valeur de 1,2 milliard d'euros, a donné au Maroc une influence sur des propriétés commerciales de premier ordre à Barcelone, Madrid et Valence. Pourquoi est-ce important? Parce que l'immobilier n'est pas seulement une question de bâtiment, c'est aussi une question de contrôle. Et le Maroc, un pays ayant des liens profonds avec les communautés musulmanes d'Espagne, a systématiquement acheté des propriétés dans les zones à forte population musulmane, garantissant ainsi une présence permanente des mosquées, des écoles islamiques et des entreprises halal. Ensuite, il y a le facteur Qatar. Depuis 2018, le Qatar a investi plus de 3 milliards d'euros en Espagne, dont une grande partie dans des projets d'infrastructures dans des régions à forte population musulmane. L'exemple le plus visible? La Mezquita Mayor de Madrid, une méga-mosquée de 100 millions d'euros financée par le gouvernement qatari, est en passe de devenir la plus grande d'Europe occidentale. Officiellement, c'est un « cadeau au peuple siche ». Officieusement? C'est un islam qui est là pour rester. Et n'oublions pas la Turquie. Sous Erdogan, Ankara a étendu de manière agressive son influence en Europe à travers le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc. En Espagne, le Diyanet finance des mosquées, forme des imams et fournit même des services sociaux aux communautés musulmanes, tout en promouvant une version de l'islam profondément fidèle à Ankara. En 2022, les services de renseignement de Siche ont découvert un réseau lié à Diyanet qui avait infiltré les gouvernements locaux de Catalogne, poussant à des politiques favorables aux intérêts turcs. Ainsi, lorsque j'entends les responsables de Siche parler d'intégration, je ne vois pas de gouvernement aux commandes. Je vois un pays en train d'être remodelé non pas par la conquête, mais par la logique tranquille et implacable de la démographie et du capital étranger. L'importance géopolitique de l'Espagne maintenant, sortons. Pourquoi tout cela est-il important dans le grand schéma des choses? Parce que l'Espagne n'est plus seulement l'Espagne. C'est un champ de bataille sur lequel les grandes puissances du XXIe siècle mènent une guerre d'influence par procuration. Commençons par le Maroc. Pendant des décennies, Rabat a joué un jeu délicat avec Madrid, coopéré en matière de migration et de lutte contre le terrorisme tout en attisant discrètement les mouvements séparatistes en Catalogne et au Pays basque. Mais la véritable stratégie à long terme du Maroc est démographique. En encourageant la migration vers l'Espagne, le Maroc veille à ce que sa diaspora devienne une force politique et économique permanente en Europe. Et avec la croissance de la population musulmane en Espagne, le Maroc gagne en influence sur le commerce, sur l'énergie et sur l'avenir de la Méditerranée occidentale. Il y a ensuite le Qatar et la Turquie, deux puissances qui voient l'Espagne comme une porte d'entrée vers l'Europe. Pour le Qatar, l'Espagne est un terrain d'essai pour sa stratégie de soft power, utilisant la finance islamique, les médias et l'immobilier pour renforcer son influence. Pour la Turquie, l'Espagne est un point d'ancrage dans l'UE, un moyen de contrer l'influence saoudienne et émiratie dans les communautés musulmanes d'Europe. Les deux pays jouent le long. Si vous contrôlez les mosquées, vous contrôlez la communauté. Si vous contrôlez la communauté, vous contrôlez la politique. Et où sont les États-Unis dans tout cela? Nulle part à trouver.
Washington a traité l'Espagne après coup pendant des décennies, estimant que l'adhésion à l'OTAN et quelques bases militaires maintiendraient Madrid dans le cap, mais à mesure que la population musulmane de l'Espagne augmente, sa vulnérabilité aux influences extérieures augmente également et les États-Unis ne sont absolument pas préparés à ce qui pourrait survenir. Voici la Chine qui regarde. Et c'est à prendre. Pékin a déjà utilisé ses communautés de diaspora en Asie du Sud-Est et en Afrique pour faire valoir ses intérêts. Aujourd'hui, l'étude étudie comment le Maroc, le Qatar et la Turquie font de même en Europe. Si la Chine décide un jour d'armer sa population musulmane, l'expérience de l'Espagne sera la référence. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Et en ce moment, l'Occident est en train de perdre. L'armée et la stratégie, une superpuissance somnambule, parlons de l'éléphant dans l'OTAN. L'Espagne est un membre essentiel de l'Alliance, abritant des bases américaines comme Rota et Morón. Mais voilà, à mesure que la population musulmane de l'Espagne augmente, le risque d'instabilité interne augmente également et cette instabilité pourrait être exploitée par les adversaires de l'Amérique. En 2020, les services de renseignement de Sich ont découvert une cellule du Hezbollah opérant en Catalogne, utilisant les communautés musulmanes locales comme couverture pour la collecte de fonds et la logistique. En 2021, un agent des services de renseignement turcs a été surpris en train d'essayer de recruter des musulmans de Sich pour des « missions humanitaires » en Syrie, des missions qui, selon les procureurs de Sich, étaient en réalité des façades pour des groupes djihadistes. Et en 2022, des agents marocains ont infiltré les mosquées de Sich, collectant des renseignements sur des recrues potentielles pour les services de renseignement de Rabat. Je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un foyer djihadiste. Mais je dis qu'à mesure que la population musulmane augmente, la surface d'influence étrangère augmente également. Et l'armée américaine, qui compte sur l'Espagne comme plaque tournante logistique pour l'Afrique et la Méditerranée, n'est absolument pas préparée à ce changement. Voici la difficulté. Le Pentagone n'a pas de stratégie de guerre démographique. Les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards pour la contre-insurrection en Irak et en Afghanistan, mais ils ne disposent pas de scénario pour un scénario dans lequel la démographie interne d'un allié deviendrait une menace pour la sécurité nationale. Et c'est un problème, car l'Espagne n'est pas le seul pays où cela se produit. La même dynamique se joue en France, en Allemagne, en Italie et même au Royaume-Uni. Si vous pensez que c'est alarmiste, demandez-vous, que se passera-t-il lorsqu'un futur gouvernement Sich, sous la pression d'un électorat musulman croissant, décide de rompre les liens avec Israël? Ou que se passe-t-il lorsque le Maroc, enhardi par l'influence de sa diaspora, exige que l'Espagne reconnaisse le Sahara occidental? Ou que se passe-t-il lorsque la Turquie, utilisant ses mosquées comme levier, pousse l'Espagne à bloquer l'action de l'OTAN dans les Balkans? Ce ne sont pas des hypothèses. Ils sont inévitables, à moins que l'Occident ne se réveille. La bombe à retardement politique intérieur. Parlons maintenant de ce que cela signifie pour la politique de Sich. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de politique étrangère, c'est une question intérieure, et elle remodèle déjà le paysage politique du pays. En apparence, la classe politique espagnole est unie dans son engagement en faveur du multiculturalisme. La gauche, le PSOE et Podemos considèrent l'intégration musulmane comme un impératif moral. La droite PP et Vox y voient une menace pour l'identité Sich. Mais voilà, les deux partis n'ont pas une vue d'ensemble. La gauche suppose que si elle consacre suffisamment d'argent au programme de cohésion sociale, les musulmans s'assimileront. Mais l'assimilation n'est pas seulement une question de cours de langue et de formation professionnelle, c'est une question de culture. Et pour l'instant, les communautés musulmanes d'Espagne ne s'assimilent pas. Ils se regroupent et vivent dans des sociétés parallèles, avec leurs propres écoles, leurs propres entreprises, leurs propres systèmes juridiques. La droite, quant à elle, joue à un jeu dangereux. Vox, le parti d'extrême droite espagnol, a fait de la rhétorique anti-islamique la pierre angulaire de son programme. Mais en présentant l'islam comme une menace extérieure, il passe à côté du fait que cette menace est déjà interne et que diaboliser les musulmans ne fait que les pousser encore plus dans les bras de puissances étrangères comme le Maroc et la Turquie. Voilà que la classe politique espagnole sombre dans une crise. Et plus ils ignoreront l'éléphant démographique dans la pièce, plus la situation empirera. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela mène-t-il?
Imaginons 3 futurs possibles pour l'Espagne, par extension, pour l'Europe. Scénario 1, la voie optimiste dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer avec succès sa population musulmane. Le gouvernement investit massivement dans l'éducation, réprimant les mosquées financées par des fonds étrangers et promouvant un islam siche, compatible avec une démocratie laïque. Le Maroc et la Turquie sont tenus à distance et la communauté musulmane devient un pont vers le monde arabe plutôt qu'un coin au sein de l'Espagne. L'Espagne reste une démocratie stable et pluraliste. Mais ce scénario nécessite du courage politique, ce qui manque à Madrid. Scénario 2, la voie de la balkanisation. C'est le résultat le plus probable. La population musulmane d'Espagne continue de croître, mais l'intégration échoue. Des sociétés parallèles émergent, avec des communautés musulmanes opérant de facto sous la charia dans certaines régions. Les puissances étrangères Maroc, Turquie, Qatar exploitent ces divisions en utilisant leur diaspora comme levier. Pendant ce temps, l'extrême droite gagne du terrain, entraînant des flambées de violence périodiques. L'Espagne devient une société à 2 vitesses, une société dans laquelle musulmans et non-musulmans vivent côte à côte mais pas ensemble. Le gouvernement perd le contrôle de certains quartiers et l'influence étrangère se développe. Le flanc sud de l'OTAN s'affaiblit et les États-Unis se retrouvent avec un allié peu fiable. Scénario 3, la voie de l'effondrement. Dans ce pire scénario, l'évolution démographique de l'Espagne déclencherait une véritable crise politique. Un futur gouvernement sous la pression d'un électorat musulman croissant reconnaît le Sahara occidental, coupe les liens avec Israël et expulse les troupes américaines de Rota. L'extrême droite, en réponse, organise un coup d'État ou prend le pouvoir dans une réaction violente. Des troubles civils éclatent et l'Espagne devient un État en faillite, un avertissement pour le reste de l'Europe. L'UE se fracture. Le flanc sud de l'OTAN s'effondre. Et la Méditerranée devient une poudrière. Maintenant, je ne dis pas qu'aucun de ces scénarios n'est inévitable. Mais je dis que plus l'Espagne et l'Occident ignorent la réalité démographique, plus les pires conséquences deviennent probables. La grande stratégie pourquoi l'Occident est en train de perdre la guerre démographique parce qu'il refuse de la mener. Pendant des décennies, les décideurs politiques américains et européens ont supposé que la démocratie libérale est auto-entretenue et que si l'on laisse les gens se déplacer librement, commercer librement et pratiquer leur culte librement, tout s'arrangera tout seul. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le pouvoir. Le pouvoir est stratégique. Et en ce moment, l'Occident joue aux dames tandis que ses adversaires jouent aux échecs en 4D. Le Maroc ne se contente pas de laisser ses citoyens émigrer vers l'Espagne, il les encourage, car il sait que chaque Marocain qui s'installe en Europe est un atout potentiel. La Turquie ne se contente pas de financer des mosquées, elle forme des imams, car elle sait que celui qui contrôle le discours religieux contrôle la communauté. Le Qatar ne se contente pas d'investir dans l'immobilier, il achète de l'influence, car il sait que l'argent, c'est le pouvoir. Et que fait l'Occident? Rien. Ou pire encore, faire comme si le problème n'existait pas. Il ne s'agit pas seulement d'un échec politique. C'est un échec de stratégie. Les États-Unis et l'Europe continuent d'agir dans l'illusion qu'ils peuvent maintenir leur domination mondiale sans contrôler la dynamique interne de leur propre société. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les empires. Rome n'est pas tombée sous les invasions barbares, elle est tombée parce qu'elle a cessé d'être Rome. L'Empire britannique ne s'est pas effondré à cause d'une défaite militaire, il s'est effondré parce qu'il a cessé d'être britannique. Et maintenant, l'Occident fait la même erreur. Que faut-il faire? Un manuel de jeu réaliste alors quelle est la solution? Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas de réponse facile. Mais il y en a des intelligents. 1. Contrôler le récit. À l'heure actuelle, l'Occident est en train de perdre la guerre de l'information. Les mosquées financées par des fonds étrangers, les médias turcs et qataris et les centres culturels marocains façonnent la vision du monde des communautés musulmanes espagnoles. Les États-Unis et l'Europe doivent contrer cette situation, non pas par de la propagande, mais par des alternatives. Cela signifie financer des institutions islamiques indépendantes, promouvoir les interprétations européennes de l'islam et réprimer l'ingérence étrangère dans les affaires religieuses. 2. Défense démographique. L'Espagne et l'Europe doivent contrôler leurs frontières. Pas avec des murs, mais avec des politiques d'immigration stratégiques. Cela,
Prioriser l'intégration. Répression des financements étrangers. Faire respecter la laïcité. 3. Excellente gestion de l'énergie. Les États-Unis. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne, mais de l'ensemble de l'architecture de sécurité occidentale. Les États-Unis ont passé des décennies à projeter leur puissance vers l'extérieur, en construisant des bases militaires au Moyen-Orient, en patrouillant dans la mer de Chine méridionale et en stationnant des troupes en Europe de l'Est. Mais alors que Washington était occupé à jouer le rôle de gendarme mondial, il a oublié de protéger son front intérieur. Et désormais, c'est sur le front intérieur que se déroule la véritable bataille. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La stratégie de défense nationale du Pentagone pour 2023 a identifié la Chine et la Russie comme ses principaux concurrents stratégiques. Assez juste. Mais ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il ne peut pas dire, car cela serait politiquement radioactif, c'est que la cohésion interne de l'Occident constitue désormais sa plus grande vulnérabilité. Vous pouvez avoir l'armée la plus avancée au monde, mais si votre société se divise selon des critères culturels et religieux, vous menez une bataille perdue d'avance. Les Romains l'ont bien compris. Les Ottomans l'ont bien compris. Même les Mongols, malgré toute leur brutalité, ont compris que le contrôle des populations soumises était tout aussi important que le contrôle du territoire. Voici l'inconfortable: les États-Unis et l'Europe sombrent dans un conflit démographique idéologique qu'ils ne reconnaissent même pas comme un conflit. Prenez Melilla en Espagne, l'enclave nord-africaine qui est une ville siche depuis 1497. En 2022, les forces marocaines ont pris d'assaut la frontière, non pas avec des chars ou des missiles, mais avec des milliers de migrants. Le message était le suivant: ce n'est pas seulement une question de territoire. Il s'agit de savoir qui décide de ce qu'est l'Europe. Et le Maroc, soutenu par un réseau d'États du Golfe et par le soft power turc, passe à l'action. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi le Maroc se soucierait-il de la dynamique interne de l'Espagne ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit d'un effet de levier. En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé le chef du Front Polisario à se faire soigner à Madrid, le Maroc a riposté en ouvrant les vannes à la migration. En quelques jours, des milliers de Marocains et d'Africains subsahariens ont pris d'assaut la frontière de Ceuta. Le gouvernement siche a changé de position sur le Sahara occidental, et tout à coup, le Maroc a démontré qu'il pouvait dicter la politique européenne avec un simple coup de téléphone. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est de la coercition. Et il n'y a pas que le Maroc. Le Diyanet, l'autorité religieuse d'État turc, exporte des imams vers l'Europe depuis des décennies. Rien qu'en 2020, il a envoyé plus de 1000 religieux en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Ce ne sont pas seulement des chefs religieux, ce sont des agents d'influence, formés à Ankara et fidèles à la vision d'Erdogan d'une sphère ottomane renaissante. Pendant ce temps, Al Jazeera du Qatar a passé des années à façonner le discours des communautés musulmanes européennes, qualifiant les politiques occidentales de intrinsèquement anti-islamiques. Le résultat ? Une génération de musulmans européens qui se considèrent d'abord comme faisant partie d'une oumma mondiale et ensuite comme citoyens de leur pays. Alors, qu'en est-il des États-Unis ? À l'heure actuelle, l'approche américaine face au changement démographique en Europe est la même que son approche de tout ce qui est réactif, à court terme et motivé par la politique intérieure plutôt que par la stratégie. La stratégie de sécurité nationale 2022 de l'administration Biden mentionne la « lutte contre les influences malveillantes », une seule fois enfouie à la page 37, prise en sandwich entre le changement climatique et la préparation à l'ADMI. Ce n'est pas une stratégie. C'est une note de bas de page. Le Pentagone, pour sa part, est toujours obsédé par la guerre cinétique. Les États-Unis ont dépensé 8 000 milliards de dollars pour la guerre contre le terrorisme, mais combien ont-ils dépensé pour comprendre la bataille idéologique menée au sein de leurs propres alliés ? La réponse est presque rien. La dernière fois que les États-Unis ont étudié sérieusement la radicalisation islamique en Europe, c'était après le 11 septembre, et même alors, c'était sous l'angle de la lutte contre le terrorisme et non sous l'angle de la concurrence géopolitique. C'est comme essayer de comprendre la guerre froide en étudiant uniquement les complots d'assassinat du KGB. Vous pourriez attraper quelques espions, mais vous manquerez une vue d'ensemble. Voici à quoi ressemblerait une véritable stratégie. Premièrement,
les États-Unis doivent reconnaître que la stabilité interne de l'Europe constitue un intérêt fondamental en matière de sécurité nationale. Cela signifie traiter les mosquées et les centres culturels financés par l'étranger de la même manière qu'on traite les instituts Confucius chinois ou les fermes de trolls russes, comme des outils de gouvernement. Le FBI et la CIA ont passé des années à cartographier les opérations d'influence chinoise dans les universités américaines. Pourquoi ne font-ils pas de même pour l'influence turque et qatari dans les mosquées européennes? Deuxièmement, les États-Unis doivent cesser de sous-traiter la sécurité de l'Europe à l'OTAN et commencer à réfléchir à la manière de renforcer les défenses internes de l'Europe. Cela ne signifie pas ériger des murs ou interdire l'islam, mais plutôt imposer la laïcité, réprimer le financement étranger des institutions religieuses et promouvoir des politiques d'intégration qui fonctionnent réellement. La loi française de 2020 interdisant le financement étranger des mosquées était un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Les États-Unis devraient faire pression en faveur d'une répression à l'échelle européenne de l'ingérence étrangère dans les affaires religieuses, appuyée par le partage de renseignements et des sanctions financières. Troisièmement, les États-Unis doivent repenser leurs alliances. À l'heure actuelle, les relations entre l'Amérique et la Turquie sont en désordre. Ankara est membre de l'OTAN, mais elle achète également des missiles russes S-400 et accueille des dirigeants du Hamas. Les États-Unis ne peuvent pas gagner sur deux tableaux. Soit la Turquie est un partenaire stratégique, soit elle est un concurrent stratégique. Et si c'est le cas, alors les États-Unis doivent commencer à le traiter comme tel, en contrecarrant leur influence en Europe, en soutenant les institutions islamiques indépendantes et en faisant clairement comprendre que l'ingérence dans les sociétés occidentales a des conséquences. Enfin, les États-Unis doivent cesser de prétendre qu'il s'agit simplement d'un problème européen. Les communautés musulmanes américaines sont elles-mêmes ciblées par les mêmes acteurs étrangers. En 2019, le gouvernement turc a fait pression sur les États-Unis pour qu'ils extradent Fethullah Gülen, le religieux qu'il accuse d'être responsable de la tentative de coup d'État de 2016. Mais tandis que les États-Unis se concentraient sur Gülen, la Turquie exerçait discrètement son influence dans les mosquées américaines. Un rapport de 2021 du Middle East Forum a révélé que des organisations liées à la Turquie contrôlent plus de 200 mosquées aux États-Unis, dont beaucoup sont financées par DNA. Ce n'est pas seulement une question religieuse, c'est une question de sécurité nationale. En fin de compte, l'Occident est engagé dans une lutte démographique et idéologique, et il est en train de perdre. Non pas parce que ses ennemis sont plus forts, mais parce qu'ils refusent de reconnaître que la lutte existe. Les États-Unis et l'Europe pensent toujours qu'ils peuvent avoir à la fois des frontières ouvertes, le multiculturalisme et une domination mondiale. Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi. Les empires ne tombent pas parce que leurs ennemis sont invincibles. Ils tombent parce qu'ils ne croient plus en eux-mêmes. Et à l'heure actuelle, l'Occident s'en rapproche dangereusement. La question n'est pas de savoir si l'islam gagne du terrain dans les villes de Siche, c'est déjà le cas. La question est de savoir ce que l'Espagne, et par extension l'Europe, va faire à ce sujet. Et la réponse, jusqu'à présent, est loin d'être suffisante. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de mosquées et de salles de prière. C'est une question de pouvoir. Un pouvoir réel et tangible politique, économique et culturel. Prenez la Catalogne, par exemple. En 2021, le gouvernement régional du Père Aragonais a adopté une loi autorisant l'enseignement religieux islamique dans les écoles publiques, financées par les contribuables. La même année, la ville de Barcelone a élu Ada Colau, une maire d'extrême gauche qui a maintes fois minimisé les inquiétudes concernant la radicalisation islamique tout en faisant pression pour des politiques plus inclusives, notamment la régularisation des migrants sans papier. Pendant ce temps, dans les quartiers populaires de Noubari et Ceuta Vella, les communautés marocaines et pakistanaises deviennent majoritaires dans certains quartiers. Il ne s'agit pas seulement d'un changement démographique, il s'agit d'un changement dans la répartition des leviers de la gouvernance locale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique espagnole est profondément divisée sur la manière de gérer cette situation, et cette division paralyse le pays. D'un côté, vous avez la gauche Podemos, certaines parties du PSOE et des partis régionaux comme l'ERC qui voient l'islam comme une foi parmi d'autres dans une société multiculturelle. Ils qualifient toute critique de l'élection islamique d'islamophobie, un terme utilisé pour mettre fin au débat. De l'autre côté,
il y a Vox, le seul grand parti disposé à parler ouvertement de la question, mais son approche est si incendiaire qu'elle aliène les modérés. Le Partido Popular, de centre-droit, est quant à lui coincé entre les deux, essayant de séduire à la fois les électeurs conservateurs et l'establishment progressiste. Le résultat ? Une politique de dérive. L'Espagne sombre dans un avenir où ses villes ressemblent davantage à Casablanca qu'à Madrid, et personne au pouvoir ne semble disposé à l'admettre. Voilà un malaise, l'élite politique espagnole se préoccupe davantage de la vertu que de la gouvernance. En 2020, le gouvernement Six de Pedro Sánchez a adopté une loi permettant aux descendants de juifs séfarades expulsés en 1492 de revendiquer plus facilement la citoyenneté. Un geste noble, sans aucun doute, mais qui ignore commodément le fait que l'Espagne importe simultanément des centaines de milliers de musulmans nord-africains sans liens historiques avec le pays. Le message est le suivant, les péchés passés de l'Espagne doivent être expiés, mais son avenir peut être sacrifié sur l'autel du multiculturalisme. Et il n'y a pas que l'Espagne. Partout en Europe, la même dynamique se joue. En Suède, les sociodémocrates ont passé des décennies à importer des migrants musulmans tout en refusant de reconnaître la montée de sociétés parallèles à Malmö et à Göteborg. En Allemagne, la politique de porte ouverte d'Angela Merkel en 2015 a conduit à une poussée de radicalisation islamique, mais la classe politique continue de considérer tout débat sur l'intégration comme tabou. En France, le gouvernement de Macron réprime un jour l'extrémisme islamiste puis finance des centres culturels islamiques le lendemain. L'incohérence est stupéfiante. Qu'est-ce qui motive cela ? Une partie est idéologique. La gauche européenne a passé les 50 dernières années à démanteler l'identité nationale au nom du progressisme. Ils sont eux-mêmes convaincus que les frontières sont oppressives, que le patriotisme est du fascisme et que toute tentative de préserver la culture occidentale est du sectarisme. Le résultat est un continent qui a perdu la volonté de se défendre. Mais il y a aussi un argent plus cynique. Les pays islamiques comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie ont injecté des milliards en Europe, finançant des mosquées, des centres culturels et même des partis politiques. En 2018, il a été révélé que le Qatar avait fait don de 1,8 million d'euros à la branche française des Frères musulmans. La même année, l'Arabie Saoudite a financé la construction d'une immense mosquée à Cologne, en Allemagne. Il ne s'agit pas d'actes de charité, mais d'investissements d'influence. Parlons maintenant des conséquences politiques intérieures. En Espagne, la montée de l'islam remodèle déjà le paysage électoral. Vox, le parti d'extrême droite, a gagné en popularité en exploitant l'anxiété des électeurs face à l'immigration et à la radicalisation islamique. Aux élections de 2023, Vox a remporté 15% des voix, ce qui en fait le troisième parti en Espagne. Mais voici que la rhétorique de Vox est si extrême qu'elle repousse les modérés. Lorsque Santiago Abascal, le leader de Vox, parle de « reconquérir » l'Espagne de l'islam, il ne se contente pas d'être provocateur, il fait un cadeau à la gauche. Le PSOE et Podemos peuvent pointer du doigt Vox et dire « vous voyez ?» C'est ce qui arrive lorsque vous remettez en question le multiculturalisme. Vous obtenez le fascisme. Et d'un seul coup, le débat est clos. La réponse de l'establishment à tout cela a été le déni. Lorsqu'un rapport de 2022 de l'agence de renseignement SIS, CNI, a averti que la radicalisation islamique augmentait en Catalogne et en Andalousie, le gouvernement l'a qualifié d'alarmiste. Lorsqu'une étude réalisée en 2023 par le Real Instituto Elcano a révélé que 40% des jeunes musulmans d'Espagne estiment que la charia devrait avoir préséance sur la loi SIS, les médias n'en ont pratiquement pas parlé. Et lorsque Vox a proposé une loi interdisant le financement étranger des mosquées, la gauche les a accusés d'islamophobie, et la proposition est morte d'avance. Mais la forme de déni la plus dangereuse est celle qui émane de la communauté musulmane elle-même. En 2021, la Commission islamique d'Espagne, la principale instance représentative musulmane du pays, a publié une déclaration condamnant l'islamophobie, tout en minimisant la menace de radicalisation. Le problème ? La Commission islamique est dominée par des organisations liées au Maroc et à la Turquie, qui ont toutes deux tout intérêt à ce que les musulmans siches restent fidèles à leur pays d'origine. En d'autres termes, ceux-là mêmes qui sont censés intégrer les musulmans dans la société siche sont ceux-là mêmes qui veillent à ce qu'ils ne s'assimilent jamais complètement. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ?
À court terme, nous assisterons probablement à une augmentation lente mais régulière de l'influence islamique, ponctuée d'actes de terrorisme occasionnels que le gouvernement qualifiera d'attaques de « loups solitaires ». À long terme, le tableau est plus sombre. Si la tendance actuelle se poursuit, les grandes villes espagnoles deviendront de plus en plus ségrégées, les quartiers à majorité musulmane fonctionnant selon leurs propres règles. On l'a déjà vu dans certains quartiers de Bruxelles, où la police hésite à pénétrer dans certains quartiers de peur de provoquer des émeutes. L'Espagne n'en est pas encore là, mais elle va dans cette direction. La seule façon pour l'Espagne d'éviter ce sort est de faire 3 choses. Premièrement, il doit faire respecter ses lois. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées, expulser les imams radicaux et fermer les organisations islamiques qui promeuvent le séparatisme. Deuxièmement, il lui faut réaffirmer le contrôle de ses frontières. La côte sud de l'Espagne est une passoire, jusqu'à ce que cela change, le flux de migrants illégaux et l'influence islamique qui les accompagne continuera. Troisièmement, et c'est le plus important, l'Espagne doit redécouvrir son identité nationale. Pendant trop longtemps, la gauche siche a traité le patriotisme comme un gros mot. Mais on ne peut pas intégrer les gens dans une société qui ne croit pas en elle-même. L'Espagne doit faire comprendre clairement que même si elle accueille les immigrants, elle attend d'eux qu'ils adoptent les valeurs siches, et non l'inverse. L'alternative est une Espagne qui ressemble plus au Liban qu'à l'Europe, un pays où différents groupes religieux et ethniques vivent côte à côte mais ne se mélangent jamais vraiment, où l'État est trop faible pour faire respecter ses propres lois et où l'avenir est déterminé non pas par un débat démocratique mais par le changement démographique. Ce n'est pas une prédiction, c'est un avertissement. Et si la classe politique espagnole ne se réveille pas bientôt, il sera trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la situation difficile de l'Espagne n'est pas unique, elle se situe simplement sur une trajectoire vers laquelle une grande partie de l'Europe occidentale est somnambule depuis des décennies. La différence est que l'Espagne, contrairement à la France ou à l'Allemagne, a encore une chance de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. La question est de savoir si ses dirigeants ont le courage de se battre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. La Méditerranée a toujours été une ligne de fracture entre les civilisations, mais depuis 3 siècles, l'Europe a pris le dessus. Cet équilibre est en train de changer. Le président turc Erdogan, par exemple, n'a pas caché ses ambitions de réaffirmer l'influence ottomane dans la région. En 2020, il a reconverti Sainte-Sophie en mosquée, un geste symbolique qui n'a pas échappé à quiconque y prêtait attention. Ensuite, il y a le Maroc, qui a passé des années à étendre discrètement son empreinte culturelle et religieuse en Espagne par le biais du soft power en finançant des mosquées, en parrainant des imams et en faisant même pression sur les autorités de Siche pour qu'elles reconnaissent le droit marocain de la famille dans les affaires impliquant ses citoyens. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit d'influence géopolitique. Et l'Espagne, avec ses frontières poreuses et sa faible identité nationale, est la cible idéale. Voilà pourquoi la classe politique espagnole est soit volontairement aveugle, soit complice de cette capitulation lente. Prenons le cas du Centre culturel islamique de Valence, qui a été arrêté en 2018 en train de distribuer de la littérature appelant à l'établissement d'un État islamique en Espagne. Le centre a été financé en partie par le gouvernement saoudien, mais il a fallu des années aux autorités de Siche pour enquêter, et encore moins pour le fermer. Vous pensez au cas de 2017 de l'imam de l'Eda qui a été enregistré prêchant que les femmes qui refusent de porter le hijab devraient être battues. Il n'a pas été expulsé, on lui a donné une tape sur les doigts et on lui a permis de continuer à prêcher. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, ce sont les symptômes d'un échec systémique à faire respecter les principes les plus fondamentaux de la souveraineté. La grande question stratégique est donc de savoir ce que l'Espagne et par extension l'Europe devraient faire à ce sujet. La première option est celle sur laquelle j'ai déjà effectué une réinitialisation matérielle. Appliquer la loi, sécuriser les frontières et réaffirmer l'identité nationale. Cela nécessiterait une classe politique prête à prendre des décisions impopulaires, ce qui explique pourquoi il est peu probable que cela se produise. La deuxième option est un déclin géré, une lente acceptation du fait que l'Espagne deviendra une mosaïque de sociétés parallèles, l'État cédant son autorité à des enclaves religieuses et ethniques. C'est la voie de moindre résistance, et c'est celle sur laquelle se sont déjà engagés la plupart des pays européens. La troisième option est celle qui constitue le plus une réaction violente qui va au-delà de la politique et vire à la répression pure et simple.
Nous en avons eu un aperçu avec la montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite espagnol, qui a gagné du terrain en exploitant la frustration du public face à l'immigration et au radicalisme islamique. Si l'establishment continue d'ignorer le problème, la réaction ne fera que s'aggraver. Laissez-moi tranquille, je ne préconise aucun de ces résultats. Je décris simplement les choix tels qu'ils existent. La première option est la seule qui préserve l'Espagne en tant qu'État-nation cohérent, mais elle nécessite un courage politique qui fait défaut. La deuxième option est la voie de la capitulation, et elle mènera au même type de conflit de faible intensité que celui que nous observons en France, où les incendies de voitures et les émeutes sont devenus une caractéristique habituelle de la vie dans les banlieues. La troisième option est une recette pour une guerre civile, et c'est celle que l'establishment craint le plus car elle révélerait les échecs des 3 dernières décennies. La véritable tragédie est que l'Espagne a encore le temps de choisir la première voie. Contrairement à la France, qui est déjà trop loin dans de nombreux domaines, la population musulmane espagnole est encore concentrée dans quelques villes et régions. Le gouvernement pourrait, en théorie, prendre des mesures décisives, réprimer les mosquées financées par des fonds étrangers, expulser les imams radicaux et imposer une politique d'assimilation stricte. Mais le temps presse. Chaque année qui passe sans action rend le problème plus difficile à résoudre. Le point de bascule, lorsqu'il arrivera, sera soudain. Un jour, l'Espagne se réveillera et se rendra compte que des quartiers entiers ne sont plus sous son contrôle. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est l'histoire qui se répète. J'ai passé des années à étudier le déclin des empires, et le schéma est toujours le même. Premièrement, ils perdent la volonté de défendre leurs frontières. Ils perdent alors la volonté de défendre leur culture. Finalement, ils perdent la volonté de se défendre. L'Espagne est désormais dans la deuxième phase. La question est de savoir si elle pourra rassembler la force nécessaire pour sortir du gouffre. Si ce n'est pas le cas, les conséquences ne se feront pas sentir uniquement en Espagne. Le flanc sud de l'Europe deviendra un champ de bataille, non pas au sens traditionnel du terme, mais dans la mesure où le soft power et les changements démographiques remodèlent les nations de l'intérieur. La Méditerranée, autrefois lac romain, pourrait redevenir une frontière. Et l'Espagne, le pays qui envoya autrefois des conquistadors dans le Nouveau Monde, pourrait se retrouver la cible du jugement de l'histoire. Ce n'est pas une prédiction, c'est un avertissement. Et les avertissements, comme nous le savons, ne sont utiles que si quelqu'un les écoute.